Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente un nouveau webinaire intitulé La nouvelle norme ISO 45001 qui s'articule au niveau des exigences et les nouveautés par rapport à l'ancienne version OSAS 18001. C'est la norme du système de management de la santé et sécurité au travail. C'est un webinaire concernant l'ISO 45001 et je vais aborder les fondamentaux de la migration et on va expliquer, au fur et à mesure, on va expliquer cette nouvelle norme de la santé et sécurité au travail ISO 45001. Donc ce webinaire, ça va être l'occasion pour moi de présenter les grands changements qui ont été embarqués avec cette nouvelle version. Pour le plan de ce webinaire, premièrement, on va entamer la première section, pourquoi une telle norme, pourquoi la norme internationale, une telle norme internationale. Ensuite, la deuxième section sera consacrée pour le cahier des charges, sur lequel le groupe du travail qui a œuvré à l'opérationnalisation ou bien à la mise en œuvre de cette nouvelle norme. Ensuite, qui est une vue d'ensemble de la norme de santé et sécurité au travail, c'est les 10 chapitres, on va entamer les 10 chapitres de la norme. Et un chapitre concernant les nouveautés ou bien les principaux changements de la nouvelle version, les principaux modifications de la norme par rapport à l'ancienne version OSAS 18001. Alors, on va commencer donc par la première section. Donc, pourquoi une telle norme internationale? Donc, d'un point de vue statistique ou bien statistiquement parlant, on peut constater des chiffres qui sont inquiétants concernant le nombre de décès au niveau mondial. Donc, statistiquement parlant, chaque 15 secondes, c'est la périodicité à laquelle un travailleur meurt dans le monde à cause d'un accident ou d'une maladie professionnelle. Donc, ce sont des statistiques qui sont assez édifiantes, qui sont un peu alarmantes. Et près de 2,3 millions, donc c'est le nombre de morts en 2013 au milieu du travail. Et la majorité de ces décès sont associés à des maladies professionnelles, à des accidents au sein, à l'organisation interne du travail, et plus particulièrement le service sécurité au sein de l'entreprise. C'est pour cela, c'est pour cette raison. Voilà donc pourquoi l'ISO, c'est International Standardization for Organization, a décidé de créer une nouvelle norme, de développer une nouvelle norme qui s'appelle l'ISO 45001. Parce que l'OSAS 18001, comme vous savez, n'était pas une norme internationale. Donc si on regarde en termes de PIB, en termes de produit intérieur brut, donc la santé et la sécurité de travail, il est coûteuse. Il est coûteuse pour l'entreprise et il est environ presque de 4% du PIB mondial. On peut dire donc que la mise en place ou bien la déclinaison d'un système de management de la santé et sécurité au travail en entreprise, c'est une décision stratégique sur laquelle votre entreprise peut s'appuyer pour valoriser ses initiatives en termes de durabilité, la pérennité, la continuité et assurer sa survie. Donc, pour assurer aux collaborateurs un environnement sain et sûr, bien évidemment pour maximiser son profit ou bien pour améliorer sa rentabilité. Bref, cette nouvelle norme, ça va être l'opportunité d'améliorer votre performance, santé et sécurité au travail. Donc, pour récapituler, pourquoi une telle norme internationale? Un constat alarmant des décès, des accidents de maladies professionnelles. L'OSAS 18001 n'était pas vraiment une norme internationale. Puis, la santé et la sécurité au travail, on a parlé qu'elle était coûteuse pour l'entreprise et aussi qu'il s'agit d'une décision stratégique pour l'entreprise. On passe maintenant au cahier des charges d'opérationnalisation d'ISO 9001 qui doit être communiqué au sein des membres de l'équipe et pour la création de cette nouvelle norme. Donc, on va parler maintenant les drivers, c'est-à-dire les pilotes, les feuilles de route pour les entreprises qui souhaitent mettre en place un système de management de la santé et sécurité au travail. Donc, il y a des chiffres, par exemple 72%, ce sont des entreprises qui doivent démontrer leur conformité réglementaire. Ensuite, 53%, ce sont des entreprises qui veulent se mettre en conformité par rapport aux meilleures pratiques de l'industrie.
43% ça concerne le management des données. 36% c'est pour le management des déclarations, 35% pour la productivité et la rentabilité, 30% pour le changement de politique sur les questions de diversité et 24% pour la composante santé et sécurité au travail. On passe maintenant au nouveau mode de gestion en matière de santé et sécurité au travail. Pour les nouveaux modes de gestion, donc, on observe actuellement un nouveau monde du travail avec l'arrivée des données, d'analyse et d'automatisation. Ensuite, l'émergence des nouveaux métiers du futur, l'émergence des métiers donc, du demain, ce qu'on appelle des métiers qui sont associés à l'intelligence artificielle, du big data, de l'informatisation, etc., avec l'arrivée de la génération Z. Ensuite, un autre facteur, c'est le vieillissement de la population. Et un autre aspect concerne le bien-être psychologique au travail. C'est parmi les nouveautés de cette nouvelle norme. Il repose sur le bien-être psychologique au travail. Donc, comme vous remarquez, donc l'ISO 45001, elle est flexible, donc il s'appuie sur divers aspects, sur de nouveaux modes donc, de gestion en matière de santé et sécurité au travail. Donc, plus de 60 pays ont participé au développement de cette nouvelle norme internationale, en plus 9 millions d'organismes de liaison, notamment les syndicats. On passe maintenant à une vue d'ensemble de la norme ISO 45001. 45001. On va entamer les 10 chapitres de la norme. Donc, le sommaire de la nouvelle norme se décline autour de 10 chapitres qui sont donc les 4 premiers chapitres qui ne sont pas vraiment des exigences pour ISO 45001. Donc, d'abord, la norme ISO 45001, on va définir c'est quoi la norme. La norme, comme vous savez, c'est une norme certifiable et une structure commune. Vous pouvez donc suivre l'ancien webinaire. J'ai déjà expliqué la définition de la norme ISO, quelles sont ses fonctionnalités, l'utilité et pourquoi une telle déclinaison au sein de l'entreprise. Donc parmi ces exigences, la prise en compte des principes européens de prévention, notamment la directive européenne, donc 89/391, relative à la mise en œuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la santé et sécurité au travail. Parmi ces exigences aussi, c'est la prise en compte des principes de l'Organisation internationale du travail et aussi le respect de la réglementation en vigueur. Donc, ce sont des données principales d'entrée. C'est le contexte donc, de la norme ISO 45001 qui ont œuvré à la mise en œuvre de cette nouvelle norme. Pardon. Donc maintenant, on va aborder ces 4 premiers chapitres. Donc pour ces 4 premiers chapitres, on a dit que ce ne sont pas des exigences concernant cette nouvelle version. Ce ne sont pas vraiment des exigences, ce sont des chapitres qui sont introductifs. Donc pour le contexte de l'organisme, donc le chapitre 4, c'est-à-dire quels sont les enjeux. On parle ici des enjeux internes et externes. Lorsqu'on parle de l'enjeu, soit on va gagner, soit on va perdre. Donc il y a des enjeux qui sont internes, il y a des enjeux qui sont externes. Donc on va identifier les besoins, l'identification des besoins clients. On parle aujourd'hui, ou bien dans la nouvelle version, on parle des parties intéressées. Les parties intéressées, c'est-à-dire les collectivités locales, les collectivités territoriales, les organismes, les syndicats. Il y a plusieurs choses à discuter dans ce sens. Donc les attentes des parties intéressées qui vont peser ou bien qui vont influencer sur la capacité de votre système donc de management de la santé et sécurité au travail à atteindre les résultats escomptés. Toujours donc une logique objectif résultat. Donc la première étape essentielle pour l'ISO 45001, c'est l'identification du contexte dans lequel votre organisme évolue. Donc c'est une étape essentielle, primordiale pour définir donc les enjeux internes et externes à travers la mise en place d'une matrice SWOT si vous voulez, donc pour élaborer le diagnostic interne et le diagnostic externe. Donc pour déterminer les forces et les faiblesses et les opportunités et les menaces. Ensuite donc si vous voulez donc l'analyse PCL, il est aussi primordial, crucial dans ce sens pour déterminer donc les facteurs politiques, économiques, sociaux, technologiques, écologiques et légaux. On passe maintenant donc au chapitre 5, ça concerne le leadership. C'est le leadership, comme vous savez, c'est l'un des principes du système de management de la qualité. C'est un principe qui est fondamental. Et la nouvelle version, c'est-à-dire 45001, elle insiste, elle repose sur la participation des travailleurs. Donc tout système est décliné par la volonté du top management. On a défini 3 types de processus, les processus de gouvernance et les processus de pilotage. C'est effectivement
intervient le leadership, du management, etc. Puis on a les processus d'opérationnalisation et les processus support. Donc le processus, donc le principe ou bien le chapitre 5, il est décliné pour la volonté du top du management. Donc un chapitre très important, on va y revenir, c'est le 5.4. Le 5.4 sur la consultation et la participation des travailleurs. Très bien, pour le chapitre 6, donc c'est le chapitre de la planification. Plus particulièrement, c'est la première étape de la roue du Deming. Plan, donc planifier. Donc planifier quoi? Donc planifier plusieurs choses. Donc planifier les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités. On a parlé de la notion risque et opportunité de la nouvelle version 45001. Donc on va planifier les ressources, on va planifier les compétences, on va planifier donc deux choses primordiales. Donc les actions à mettre en œuvre face aux risques et opportunités et quels sont donc on va planifier les objectifs, donc santé et sécurité du travail. Et on passe au chapitre 7. Le chapitre 7, donc le processus support. Donc on a parlé de l'utilité des processus support. Ce sont des processus qui permettent donc de soutenir les processus d'opérationnalisation. Qui dit processus support dit ressources, dit compétences, communication et l'information documentée. Maintenant, on va donc évoquer le chapitre 8 qui s'articule sur les activités opérationnelles. Donc, une fois donc que c'est planifié, il faut réaliser, il faut exécuter, il faut mettre en œuvre les activités opérationnelles. C'est le chapitre 8 donc, qui se décline ou qui est scindé au niveau de deux sous-chapitres. Donc 8.1, ce sont des généralités et 8.2, c'est la préparation aux situations d'urgence. Donc, on est purement dans la partie opérationnelle. On est dans le DO de la roue de Deming, de la cycle de PDCA. Donc, plan DO. Donc, c'est la partie opérationnelle. On passe maintenant au chapitre 9. Ce chapitre qui concerne la surveillance, les mesures et mettre en place les indicateurs de suivi de performance, l'analyse de performance. Donc, une fois qu'on a réalisé les activités opérationnelles, il faut donc évaluer donc, les performances. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réalisé ce qui a été planifié? Donc, on doit surveiller, on doit mesurer, analyser, évaluer la performance. Par exemple, on va par exemple faire appel à des audits internes, mettre en place des réunions, ce qu'on appelle la revue de direction. C'est le check, c'est la vérification. Donc, c'est la troisième étape de la roue du Deming, du cycle de PDCA. Le dernier chapitre, ça concerne l'amélioration continue. Donc, comme vous savez, on a parlé de ce principe. C'est aussi l'un des principes fondamentaux du SMQ, du système de management de la qualité. C'est un état d'esprit, comme vous savez. Il sert à optimiser en permanence les performances d'une organisation pour répondre mieux à la satisfaction client. Donc, l'amélioration continue, c'est un véritable pilier du management de la qualité. Et il reprend sur le concept de la roue de Deming, objectif-résultat, c'est-à-dire combler les écarts et mettre en place les actions correctifs nécessaires. C'est l'acte du roue du Deming PDCA. Maintenant, on va aborder les principaux changements ou bien des nouveautés de la nouvelle version. Donc, la première nouveauté de cette nouvelle version, c'est les interactions entre un organisme et son contexte, alors que l'OSAS 18001 ciblait uniquement la gestion des risques, santé, sécurité, travail. Donc, on ne parle plus de l'interaction. Deuxième nouveauté, c'est le contexte qui influence la capacité du système à atteindre les résultats planifiés. Troisièmement, on parle des parties intéressées, c'est-à-dire les travailleurs, les actionnaires, les riverains, les sous-traitants, les clients, les régulateurs, et si vous voulez, les visiteurs, les banques, etc. Quatrième nouveauté, l'ISO 45001 intègre l'approche par les processus, alors que l'OSAS, l'ancienne version, elle était basée uniquement sur les procédures. Cinquièmement, l'implication et l'engagement du top management, c'est la consultation et la participation des travailleurs. Il devient de plus en plus renforcé dans la nouvelle version. Sixièmement, le champ de la santé et sécurité au travail est un lieu privilégié de dialogue social. Ensuite, la prise de conscience du travailleur dans son environnement. L'ISO 45001 considère à la fois les risques, la notion des risques et opportunités. On a parlé de ça au niveau du chapitre 4, la notion risque et opportunité. Aussi, parmi les changements nécessaires de cette nouvelle
norme, c'est la maîtrise de la supply chain management, au niveau de la chaîne de valeur de la logistique, l'élargissement à tous les aspects de la santé et sécurité au travail, le renforcement de la gestion du changement et l'information documentée. On arrive maintenant à la dernière section donc, pour les difficultés de mise en œuvre, donc, c'est-à-dire les contraintes de la mise en place de cette nouvelle version. On peut dire donc l'intégration de la santé et sécurité au travail dans les processus déjà établis en ISO 9001. C'est un frein donc pour la mise en place de cette nouvelle version. Aussi, l'évolution du format de la revue de direction pour prendre en compte toutes les exigences de la norme. Troisième facteur, l'évolution des politiques. Aussi, un autre aspect concerne la communication des résultats d'audit interne vers les travailleurs. Et bien évidemment, la prise en compte des processus externalisés. Donc, aussi, on peut parler donc, du renforcement de la gestion du changement. Donc, les changements qui concernent les produits, les services, les processus, le lieu et l'environnement du travail, donc des conditions du travail, des changements qui peuvent affecter ou bien influencer donc les conditions, donc les équipements, l'effectif, les exigences aussi légales, concernant la réglementation, l'évolution et la tendance sur le domaine du danger et risque à un horizon lointain. Donc il y a une panoplie de multiples facteurs qui peuvent freiner la déclinaison du système du management de la santé et sécurité au travail. Donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.